Bam! Un violent coup donné sur la porte d'entrée tire Tricia Bernal de son sommeil. Non mais, qui ça peut bien être? Il est 2h45 du matin. Tricia a la gueule de bois. Et pour ne rien arranger, elle grelotte à cause des vents glacés du comté de Kent en Angleterre. La dernière chose dont la cinquantenaire a envie, c'est de sortir de son lit. Mais quand faut y aller, faut y aller. Sur le pas de sa porte, Tricia tombe nez à nez avec 2 officiers de police. Et avant même qu'ils ne disent un mot, son cœur se brise en 1000 morceaux. S'ils sont là, c'est que sa fille de 22 ans est morte. Et elle sait exactement qui a fait le coup. Le 14 septembre 2005, le ciel tombe sur la tête de Tricia Bernal. Son bébé, sa fille, sa plus grande fierté, n'est plus là. Alors que le vent automnal balaie les feuilles mortes de son jardin, Tricia est comme figée sur place. Les officiers n'ont pas encore dit un mot. Aucun son n'est sorti de sa propre bouche. Mais dès qu'elle a aperçu leur uniforme, Tricia a su. Finalement, l'un des policiers se décide à déchirer le voile du silence. Il prononce juste 3 mots. C'est Claire. Claire Bernal, 22 ans, est la fille de Tricia. Elle l'a eue avec son ex-mari et 5 ans avant Phil, son fils de 17 ans. Tricia a à peine le temps de s'imaginer les traits de Claire que l'officier de liaison avec les familles intervient. Avec le plus de tact possible, il lui explique la raison de leur présence. On lui a tiré dessus. Tricia plonge son regard dans celui du représentant de la justice. Et sans trembler, elle lui pose une question. C'est lui, n'est-ce pas? Sans attendre de réponse, l'esprit de Tricia la renvoie 22 ans plus tôt, pile au moment où elle enlace sa fille pour la première fois. En 1983, Claire Bernal pousse son premier cri. Et que dire? C'est un bébé désiré et aimé par ses parents. À Groombridge, Claire mène la belle vie. D'accord, Groombridge, ce n'est pas la ville la plus passionnante du Royaume-Uni. Perdue au milieu du comté de Kent, la cité n'accueille que 1600 habitants. Et sa seule réelle attraction, c'est le manoir de Groombridge. Mais à part ça, rien. Cela n'empêche pas Claire d'avoir une belle vie de famille. Surtout que, 5 ans après sa naissance, les Bernal ont un petit garçon qu'ils appellent Phil. Il y a très peu d'informations, finalement, sur l'enfance de Claire. Toutefois, selon ses proches, Claire a une belle vie de famille. Ses parents l'aiment à la folie et son frère est l'un de ses soutiens les plus fidèles. Pendant ses études, Claire se passionne pour tout ce qui a trait à la beauté. Au début, elle réalise des maquillages sur son temps libre. Mais très vite, la jeune femme veut plus que ça. Elle décide d'en faire sa profession. Toujours dans le comté de Kent, Claire suit des cours en cosmétique et en maquillage théâtral. Mais avant même d'avoir son diplôme, elle sait que le reste de sa vie ne s'écrira pas à Groombridge. Non. Elle, ce sont les lumières de Londres qui l'attirent. Claire rêve de travailler dans la cosmétique de luxe. Et au fil de ses recherches, elle tombe sur une marque qui la fascine. Il s'agit de La Prairie. La Prairie, c'est une marque de beauté de luxe originaire de Suisse. En 1931, le docteur Paul Nihans formule des cosmétiques rajeunissants grâce à la thérapie cellulaire. Près d'un siècle plus tard, ces derniers continuent de faire des heureux. Et bonne nouvelle pour Claire, La Prairie possède plusieurs boutiques au Royaume-Uni. Au début, Claire hésite. La Prairie est un grand nom de la beauté. Chaque jour, ils doivent recevoir des centaines de candidatures. Mais au bout d'un temps, la jeune Anglaise se lance. Après tout, on n'a qu'une vie. Autant ne pas la passer avec des regrets. Sur son ordinateur, Claire rédige un email destiné aux recruteurs de La Prairie. Elle leur explique pourquoi elle adore leur marque. Et bien sûr, elle mentionne ses compétences. D'ailleurs, elle est convaincue de pouvoir être très utile à leur boutique située au cœur de Harvey Nichols, un centre commercial de luxe. Claire relit son mail, une fois, une seconde fois, et elle hésite encore. Instinctivement, son majeur droit se dirige vers la touche retour arrière de son clavier. Peut-être qu'en modifiant une ou 2 phrases, elle aura plus de chance. Non, assez. C'est la procrastination qui essaie de prendre le dessus. Claire ferme les yeux, inspire profondément et clique sur le bouton « Envoyer ». Voilà, l'email est parti. Son destin va certainement basculer grâce à ce CV. Et c'est vrai, mais pas comme elle pouvait l'espérer. Chaque chose en son temps.
Épuisée par cet effort mental, Claire s'affale sur son lit. Il n'y a plus qu'à attendre désormais. Plusieurs jours après, c'est sur ce même lit qu'elle saute de joie. Non seulement la prairie a reçu son email, mais l'entreprise lui propose un entretien. Pendant plusieurs jours, Claire se prépare. Dans son portfolio, elle met les plus beaux maquillages qu'elle a réalisés pendant ses cours. Et elle est très talentueuse, c'est indéniable. Elle s'entraîne à répondre aux questions fréquemment posées en entretien également. Le jour J, Claire prend la route pour Londres en compagnie de son frère et d'un ami. Groombridge et Londres ne sont pas très éloignés. En prenant l'autoroute, Claire n'en a que pour 1 heure et 20 minutes. Et durant ce laps de temps, elle révise encore avec l'aide de ses compagnons de voyage. Claire mise gros sur cet entretien. Elle sait que c'est sa chance d'avoir la carrière de ses rêves. Et heureusement pour elle, tous ses efforts payent. Les recruteurs de la prairie sont sous le charme de Claire. Ils lui proposent un poste de conseillère beauté dans leur comptoir de Harvey Nichols à Knightsbridge, un quartier chic de Londres. Pour Claire, c'est un rêve qui devient réalité. En septembre 2004, Claire Bernal fait ses au revoir à sa famille. Elle se trouve une colocation entre filles à Dulwich, dans le sud-est de Londres, et s'y installe. La jeune femme mène l'existence dont elle a toujours rêvé. Elle a 22 ans, elle vit à Londres, et elle est indépendante financièrement en faisant un métier qu'elle adore et qui la passionne. Il ne manque plus qu'une petite chose pour compléter ce tableau finalement, l'amour. Et en janvier 2005, quand Michael Pesch l'invite à sortir, Claire se dit que Cupidon frappe enfin à sa porte. Alors, que les choses soient claires. La jeune femme n'est pas folle amoureuse de Michael, mais elle apprécie le fait d'être courtisée. En plus, le jeune homme est un assez bon parti. Originaire de Slovaquie, il est plutôt bien bâti. En même temps, avant d'être agent de sécurité à Harvey Nichols, l'endroit où il a rencontré Claire, il a travaillé pour l'ambassade américaine de Bratislava et a été militaire pour son pays. De son passé, Michael a gardé un amour du sport et de la discipline. Et il s'entretient physiquement pour garder la forme, ce qui a son charme auprès de beaucoup de filles. Tout comme Claire, c'est en 2003 que Michael s'installe à Londres. Mais lui n'est pas arrivé là via un emploi. Au début, c'est sous couvert d'un visa étudiant qu'il obtient le droit de vivre au Royaume-Uni. L'année qui suit, la Slovaquie rejoint l'Union européenne. Ça change absolument tout pour Michael. Désormais citoyen de l'Union européenne, il a le droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni. Et c'est ce qu'il fait. Il saisit cette opportunité en 2004. La même année, Michael Pesch décroche un emploi en tant qu'agent de sécurité à Harvey Nichols. Là, une grande brune lui tape dans l'œil. Chaque semaine, il la voit travailler au comptoir de la marque La Prairie du centre commercial Harvey Nichols. En demandant à ses collègues, Michael apprend qu'elle s'appelle Claire Bernal. Finalement, l'homme de 30 ans prend son courage à 2 mains. Il arrête de simplement lui tourner autour. Un soir, il demande à Claire si elle serait d'accord pour dîner avec lui. Claire hésite quelques secondes. Elle n'a rien contre Michael, mais ce n'est pas vraiment son genre. Et puis, bon, autant éviter de juger un livre à sa couverture. En plus, ce n'est qu'un rendez-vous. Que peut-il bien se passer de mal? Quand Claire dit oui à Michael, sans s'en rendre compte, elle met le pied dans un engrenage extrêmement sombre. En janvier 2005, Claire Bernal flotte sur un petit nuage. À seulement 22 ans, elle a un emploi qui la passionne. Elle ne vit plus chez ses parents et ses amis l'adorent. Et alors que les décorations de Noël habillent encore la capitale anglaise, l'un de ses collègues l'invite à sortir. Lors de ce premier rendez-vous, Claire en apprend plus sur Michael. Très loin de ses airs de gros dur, c'est un homme à fleur de peau et marqué par la vie. Son passage dans l'armée a changé sa vision du monde. Il ne parle pas vraiment de ce qu'il a vu ou vécu, mais à demi-mot, il confesse avoir déserté les rangs. Est-ce un acte honorable? Non. Mais pour lui, à cet instant de sa vie, c'était la meilleure chose à faire. S'installer à Londres lui a redonné goût à la vie. Le jeune homme semble marqué par son passé et par ce qu'il a dû accomplir, même si encore une fois, il n'a rien détaillé. Il a dû faire face aux horreurs de la guerre et cela n'était plus supportable pour lui. À l'ombre de Big Ben, le Slovaque expérimente une liberté jusqu'ici inconnue. Il adore Londres. À vrai dire, il ne se voit plus vivre ailleurs. Et heureusement qu'aujourd'hui, il est comblé par son travail et son pays d'accueil. En effet, Michael Pesch est aussi en plein divorce.
Pour des raisons qu'il ne mentionne pas, sa partenaire et lui ont décidé de continuer chacun de leur côté. Claire l'écoute attentivement. Ça fait du bien d'être face à quelqu'un qui n'a pas peur de se confier et de s'ouvrir à l'autre. Cependant, elle n'a pas de réel coup de cœur, pas de papillon dans le ventre, pas de coup de foudre, rien. Pour autant, Claire décide de revoir Michael. L'absence d'attraction immédiate ne signifie pas qu'il n'y a pas de possible futur à deux. Lorsqu'elle quitte Michael, Claire le rassure. Il y aura bien un second rendez-vous. Ces paroles ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Le lendemain, Claire se réveille avec un SMS de Michael. Elle sourit et lui répond. Le temps d'arriver au travail, elle en a reçu plusieurs autres. Quand elle a fini sa journée, sa boîte de réception est à 2 doigts d'exploser. Juste après le premier rendez-vous, Michael ne lâche plus Claire d'une semelle. Il l'appelle matin, midi et soir. Il surveille ses moindres faits et gestes, en prétextant veiller sur elle. Petit à petit, il essaie de l'isoler de ses amis et de sa famille. Par exemple, si la jeune femme lui dit vouloir passer une soirée entre filles pour aller boire un verre ou s'amuser dans un club, il pique une crise de nerfs. Pour Michael, une seule personne sur Terre doit être proche de Claire. Et c'est lui. Claire est la première surprise par cette attitude. Et surtout, elle a l'impression d'étouffer aux côtés de Michael pêche et sa jalousie maladive survenue soudainement. Un soir, après un énième caprice de Michael, Claire décide d'appeler sa mère. Au téléphone, elle lui avoue être mal à l'aise. Michael ne la laisse rien faire. Il ne veut pas qu'elle voie ses amis, et encore moins qu'elle parle à d'autres hommes. Même quand elle rentre chez elle, il fait une scène de ménage, alors qu'ils se connaissent à peine au bout du compte. Tout ça commence à peser sur les épaules de la pauvre fille. Mais le pire, c'est qu'au bout du 3e rendez-vous, alors qu'ils se fréquentent depuis 3 semaines, Michael lui confesse son amour éternel. Après 3 semaines et 3 rendez-vous, Claire ne sait absolument pas quoi répondre, ce qui met Michael dans tous ses états. Malgré tout, là encore, Claire reste avec lui, comme si elle avait la sensation que la situation pouvait s'améliorer, alors qu'avec un peu de recul, elle ne fait que s'aggraver depuis leur premier échange. La goutte d'eau qui fera déborder le vase, c'est quand Michael se livrera à un caprice au beau milieu d'une gare. En février 2005, Michael part en Slovaquie. À son retour, il exige que Claire vienne le chercher à l'aéroport. En bonne petite amie, Claire accepte. On ne sait pas exactement comment, mais Michael convainc Claire de s'arrêter d'abord chez elle, sûrement en insistant lourdement et en exposant une excuse fallacieuse. Une fois dans son appartement, Claire a le choc de sa vie. Michael n'a aucune intention d'aller chez lui. Il fait froid, il est fatigué et n'a aucune envie de traîner sa lourde valise à travers Londres. Par conséquent, il a décidé de passer la nuit chez elle. Son appartement est plus facile d'accès et, selon Michael, c'est plus simple pour tout le monde. Bien évidemment, Claire refuse. Déjà, imposer sa présence ainsi est tout bonnement incorrect. Mais surtout, elle partage son appartement de Dulwich avec 2 autres femmes. Par conséquent, elle ne peut pas héberger qui que ce soit sans leur accord préalable. C'est une question de correction. Un terme que visiblement Michael ne maîtrise pas trop. Et aussi, enfin surtout, Claire n'a aucune envie de vivre sous le même toit que Michael. Mais alors, pas du tout. D'autant plus avec les crises qu'il est capable de faire à n'importe quel moment. Et sa façon de contrôler les moindres faits et gestes de celle qu'il courtise. Claire essaie de le raisonner. Il peut prendre un taxi qui le laissera juste devant sa porte. Sa valise n'est pas si lourde que ça, surtout pour un ancien militaire qui a dû en voir d'autres. Chaque argument logique qu'elle avance est balayé d'un revers de la main par Michael. Finalement, après de longues heures passées à argumenter, le jeune homme accepte de prendre un train jusqu'à chez lui, comprenant qu'il ne serait pas hébergé. Claire souffle de soulagement. Elle enfile son manteau et sort dans la rue avec Michael. Les deux marchent côte à côte. Et même si Claire ne dit rien, elle sait qu'après cette soirée, les choses ne seront plus jamais comme avant. Arrivée à la gare de Saint-Pancras, Claire tombe de haut. Encore une fois. Le jeune homme la regarde droit dans les yeux et refuse de monter dans le train. C'en est trop. Mentalement épuisée par 3 semaines d'accusations en tout genre et d'espionnage, Claire craque. Mais pas de manière explosive, non. Elle en a juste terminé avec Michael. C'est fini, mais elle ne va pas se lancer dans de longues tirades pour expliquer sa décision.
Sans dire un mot, Claire tourne les talons et rentre chez elle. Normalement, le message est limpide. Apparemment, pas pour Michael, dont le poids de la valise n'était pas si dérangeant, puisqu'il la suit sans aucune difficulté avec son bagage. Et le trajet mène jusqu'au domicile de la jeune femme tout de même. Quand Claire s'enferme chez elle, Michael insiste. Il hurle son nom devant sa porte. Il l'appelle plus de 20 fois. Claire et ses colocataires lui demandent de s'en aller, mais le jeune homme fait la sourde oreille. Pour tenter de faire plier sa prétendante, si on peut encore la nommer ainsi, il s'assoit en face de son appartement. Pendant 2 heures, il ne bouge pas. Quand il réalise que son manège ne marche pas, enfin, il s'en va. Claire croit qu'il a compris le message. Oh que non. Le lendemain, quelqu'un sonne à la porte de l'appartement des 3 colocataires. Surprise, c'est Michael. Dans ses bras, il tient un gros bouquet de fleurs. Sur son visage, il affiche une mine de chien battu. Il est désolé, il ne sait pas ce qui lui a pris. Il ne va plus jamais recommencer. Et effectivement, il ne recommencera plus, parce que Claire ne veut rien entendre et refuse de le recevoir. Michael dépose le bouquet de fleurs sur le pas de la porte et s'en va, la mine bredouille. Avant de monter dans son train, il envoie un SMS à Claire. À compter de cette date, il lui écrira au moins 50 fois par jour. Au début, ces SMS sont un peu désespérés. De loin, on dirait juste un homme au cœur brisé. Par exemple, il dit à Claire « Nous sommes faits pour être ensemble ». Ou alors, il lui rappelle que cela fait X temps qu'ils sont en couple et qu'ils doivent célébrer cette étape. Mais plus le temps passe, plus il se montre agressif. Après quelques semaines, il commence à accuser Claire de le prendre de haut. Dans un SMS, il lui écrit « Pourquoi es-tu si froide envers moi ? Est-ce parce que tu es anglaise ?» Et après, il ne cache plus sa soif de vengeance. « Je me tuerai si nous ne pouvons pas être ensemble. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra. » Si vous êtes habitué des affaires criminelles, vous savez que cette dernière phrase est certainement le red flag ultime. Chaque fois que son téléphone sonne, Claire sent son corps se raidir. Sûrement est-ce encore l'une des menaces de Michael. Il ne la lâche plus. Et même physiquement, il est constamment derrière elle. Le harcèlement prend une tournure gravissime. Au travail, Michael la suit comme son ombre. Parfois, quand Claire est avec une cliente, elle sent le regard de son ex sur son épaule qui, comme par hasard, vient surveiller ce coin du magasin. D'autres fois, quand elle marche dans les couloirs, Michael est juste derrière elle, feignant de surveiller la zone à nouveau. Et s'il n'est pas capable de quitter son poste, Michael garde un œil sur Claire grâce au miroir du centre commercial. La situation est toxique pour la jeune femme. Elle n'a aucun moyen de lui échapper durant toute sa journée de travail. Imaginez un peu vivre un tel moment. Bon, certains patrons font pareil, mais au moins ils ne toquent pas chez vous. Enfin j'espère, parce que sinon vraiment il va falloir s'inquiéter là. Et justement, Michael ne se limite pas à harceler Claire par SMS et sur son lieu de travail. Puisqu'il travaille au même endroit, il sait exactement quand elle prend le chemin du retour. Dès qu'il le peut, Michael la suit. Il ne lui parle pas, il ne dit rien. Il marche juste derrière elle en s'assurant que Claire le voit. C'est absolument affreux de vivre de tels moments chaque jour. Et fidèle à lui-même, Michael fait le guet devant chez Claire. Le soir, plusieurs heures durant, il reste assis devant l'appartement de Dulwich. La jeune femme vit dans la peur constante. Surtout qu'en plus de ce harcèlement permanent, Michael a parfois des accès de violence. Ainsi, une fois, il s'en prend physiquement à Claire. Alors qu'elle sort du travail, la jeune femme sent que quelqu'un lui agrippe le bras. C'est bien sûr Michael. Fou de rage, il lui hurle qu'il l'aime et qu'il sait qu'elle aussi. Et c'est une scène qui se déroule en pleine rue. Claire est épuisée de son comportement, mais il est hors de question qu'elle nourrisse ses fantasmes. Si elle lui laisse penser, ne serait-ce qu'un dixième de seconde, qu'il y a une ouverture, elle comprend bien qu'elle risque d'envenimer la situation, déjà grave. Malgré la peur, elle lui répète ce qu'elle s'acharne à lui expliquer depuis plusieurs mois. Elle ne l'aime pas, cela n'a jamais été le cas, et elle n'a pas l'intention de lui donner une nouvelle chance. La relation n'existe plus. Point. Ces paroles entrent dans une oreille et ressortent par l'autre. Michael lui répond « Si, tu m'aimes, petite fille stupide ». Cela fait froid dans le dos.
C'est terrible parce que manifestement, il est impossible de raisonner cet homme, qui semble donc être dans une bulle, et agir en fonction de lui uniquement. Et c'est très dangereux. Malheureusement, ce n'est pas le seul incident. Le 30 mars 2005, Claire rentre du travail. Alors qu'elle est sur le quai de la gare à Saint-Pancrace, elle aperçoit une silhouette qu'elle ne connaît que trop bien. Pour éviter Michael, elle bondit dans le premier train qui s'arrête. Sauf que Michael fait exactement la même chose. Au premier arrêt, Claire sort du train en courant. Michael la rattrape et la jette à même le sol. À ce moment, Claire voit sa vie défiler devant ses yeux. Va-t-elle mourir sur le sol de cette gare ? Est-ce vraiment la fin ? Non, elle ne peut pas se laisser faire. Malgré la peur qui la ronge, Claire trouve la force de repousser son agresseur. Et là, elle lui dit clairement que s'il ne la laisse pas tranquille, elle le dénoncera aux forces de l'ordre. Michael rit de manière diabolique, avant de lui répondre « Si tu me dénonces, je te tue ». Claire regarde Michael droit dans les yeux. Elle sait qu'il pense chaque mot qu'il prononce. Pile au moment où elle se libère de l'étreinte de Michael, Claire entend un son. Juste à côté, les portes d'un train sont sur le point de se refermer. Sans hésiter, elle court et se jette dans l'un des wagons. Michael est sur ses talons. Mais les portes se referment juste devant lui. Voilà les exploits que doit réaliser cette jeune femme pour échapper à son harceleur. Fou de rage, Michael tape sur la vitre en hurlant toutes sortes d'injures. Quand le train s'éloigne de la station, Claire fond en larmes. De retour chez elle, la jeune femme de 22 ans appelle sa mère. Tricia essaie de pousser sa fille à porter plainte. Mais Claire ne veut pas. Pour elle, vu que la pression est essentiellement psychologique, la police ne la prendra pas au sérieux. La jeune femme vit donc dans la peur constante, et une forme de paranoïa s'installe. Forcément, sa santé se détériore. Elle voit Michael partout. À la gare, au travail, devant chez elle, sur son téléphone. Plus elle essaie de lui échapper, plus son harceleur resserre son étau. La nuit, Claire ne parvient pas à dormir. Comme pour appeler à l'aide, son corps développe plusieurs infections, notamment au niveau des yeux. Elle, qui adorait son travail, a désormais peur d'y aller. Vraiment, Claire n'en peut plus. À ce stade, elle est à un carrefour de sa vie. Soit elle se défend, soit elle continue d'avoir peur de se tarer. Claire réfléchit 2 secondes et choisit la première option. En mars 2005, Claire vit un cauchemar éveillé. Après être sortie 3 semaines avec Michael, elle est devenue l'objet de son obsession. Traquée comme une bête, elle tremble à chaque fois qu'elle sort de chez elle et sursaute quand son téléphone sonne. Mais fin mars, après 2 mois à subir un harcèlement quotidien, Claire réagit. À bout de nerfs et comprenant que sa vie serait un désastre si elle n'agissait pas, elle dénonce Pêche au chef de la sécurité du centre commercial Harvey Nichols. Elle est écoutée avec attention et le personnel réagit immédiatement. Après avoir observé les enregistrements des caméras de surveillance, la sanction ne se fait pas attendre. Dessus, on voit clairement Michael suivre Claire dans les boutiques et même sur le parking. Et pas 1 ou 2 fois. Chaque jour où la jeune femme prend son poste. Michael est affecté à un autre étage. Têtu comme un âne, il retourne au rayon beauté pour espionner Claire. Il est renvoyé sur le champ. Parce que déserter son poste de travail est un motif valable pour le licenciement. La réaction de la sécurité de Harvey Nichols est exemplaire et rassure Claire. Si elle n'a pas porté plainte jusqu'à présent, c'est par peur du jugement. Vu que Michael l'a harcelée moralement mais ne la battait pas, elle avait peur que sa plainte soit irrecevable. Peut-être la police aurait-elle jugé sa peur irréaliste. Mais là, quand la sécurité d'Harvey Nichols prend sa défense, Claire se sent pousser des ailes. Si un centre commercial a pris au sérieux sa plainte, pourquoi pas les autorités ? Le 10 avril 2005, la jeune femme de 22 ans franchit la porte d'un poste de police. Pendant 3 heures, Claire vide son sac. Elle raconte son cauchemar dans les moindres détails. Comment Michael lui envoie 50 SMS par jour. Comment il la piste au travail. Comment il passe des heures devant chez elle. C'est difficile, mais Claire tient bon. Elle en a assez de l'attitude de Michael. Et s'il faut répéter son histoire encore et encore, elle le fera. Après le dépôt de plainte de Claire, Michael est convoqué.
Sa version est radicalement différente de celle évoquée par la jeune femme. Selon lui, Claire en fait des tonnes. D'après ses dires, c'est lui qui a quitté Claire. C'est elle qui voulait toujours de lui. C'est pourquoi, quand il est revenu vers elle, il a été surpris par son rejet. Michael se veut rassurant. Ce n'est qu'une dispute entre amoureux. Bizarrement, la police n'interroge pas les collègues ou les colocataires de la victime du harcèlement. L'obsession de Michael aurait été facile à prouver ou au moins à prendre au sérieux. Et surtout, il aurait été également aisé de démontrer que sa version est totalement fausse. Quand il travaillait encore chez Harvey Nichols, Michael suppliait ses collègues de dire à Claire de revenir vers lui. Son obsession pour elle n'était pas un secret de polichinelle. Et même quand il bascule dans la violence, il ne se cache pas vraiment. Par exemple, un jour, il demande à un collègue quelle est la peine de prison pour un meurtre. Bref, Michael n'a jamais caché ses intentions à qui que ce soit. Mais bon, la police n'a pas interrogé d'autres personnes. Ce qui est surprenant parce que les policiers ont tout de même convoqué les deux parties. En général, lorsqu'une plainte pour harcèlement n'est pas prise au sérieux, les agents ne se donnent même pas la peine de faire autant d'efforts. Mais dans ce cas, c'est comme s'ils avaient décidé d'arrêter leur enquête en plein milieu. D'ailleurs, simplement en se basant sur les témoignages de Michael et de Claire, une décision est prise. Michael sort libre, mais avec l'interdiction ferme de s'approcher de Claire. Pour la jeune femme, c'est un soulagement. Après 3 mois à être harcelée par Michael, elle a l'impression qu'un poids tombe de ses épaules. Enfin, elle est libre. Malheureusement, c'est crier victoire trop vite. Surtout lorsqu'on sait de quoi est capable ce harceleur particulièrement redoutable. 2 jours après son interrogatoire, Michael parade devant l'appartement de Claire à nouveau. Comme quoi, ce petit passage devant les forces de l'ordre n'a pas calmé les ardeurs de ce psychopathe. Et souvenez-vous de la menace qu'il avait émise auprès de Claire. Lorsqu'elle l'aperçoit, la jeune femme sent le sol s'ouvrir sous ses pieds. Ce cauchemar n'en finira-t-il jamais ? Ses mains se mettent à trembler. Sa respiration s'accélère. Ses pupilles se dilatent. Claire inspire et expire pour se calmer. Elle ne le laissera pas gagner. La jeune femme retrouve ses esprits. Doucement, elle compose le numéro d'urgence britannique. Quelques minutes plus tard, la police arrête Michael Pesch. Mais bizarrement, alors que les policiers lui passent les menottes, l'homme se met à rire. C'est un instant surréaliste. Dans ses yeux, Claire aperçoit une volonté indestructible. Ce n'est qu'un moment de répit. Il reviendra, elle en est sûre. Mais cette fois, il ne la trouvera pas. Fatiguée d'être prisonnière de ce malade, Claire déménage, change de numéro de téléphone et devient totalement invisible pour son harceleur. Et pendant plusieurs jours, elle a la paix. Elle pense naturellement qu'elle est enfin débarrassée de Michael. Sauf que, loin de son regard, la machine judiciaire joue contre elle. Après son arrestation, Michael est conduit à la prison de haute sécurité de Belmarsh pour répondre du harcèlement dont il a fait preuve à l'égard de sa victime. Le 19 avril 2005, il est entendu par des magistrats. Cette audience a 2 objectifs. Primo, il faut fixer la date à laquelle se tiendra le procès de Michael Pesch. Deuxio, il faut déterminer si Michael peut être libéré sous caution ou doit attendre son jugement en prison. Pour le procès, la justice fixe la date du 31 août 2005. Et malheureusement pour Claire, Michael ne sera pas jugé comme dangereux. Par conséquent, il est libéré sur caution le jour même. Le 19 avril 2005, Michael sort donc de prison. Personne n'informe Claire ou un membre de sa famille. C'est donc tout logiquement que la demoiselle pense être en sécurité. Au cours du mois de juillet, Claire et sa mère se rendent en Italie. À Florence, elle oublie la présence oppressante de Michael. Dans les galeries du Palazzo Pitti, elle se fascine pour les arts de la Renaissance. Et quand elle traverse le pont Vecchio, la jeune femme se rappelle à quel point la vie est belle. Pendant ce temps, à plus de 900 km, Michael boit un verre de gin. Le jeune homme n'est plus au Royaume-Uni. En juillet, quand Claire s'en va en Italie, il prend un vol pour la Slovaquie. Mais il n'est pas là pour saluer sa famille ou renouer avec sa mère patrie. S'il est en Slovaquie, c'est pour planifier le prochain chapitre de sa vie. Michael entre dans une armurerie et achète un revolver de la marque Luger. Ensuite, il s'entraîne plusieurs heures à un stand de tir. Le 20 juillet, il rentre au Royaume-Uni par la route.
Ce faisant, il réussit à faire entrer son arme sur le sol britannique. Alors, pour ceux qui se demanderaient comment il a rejoint l'Angleterre, cette île, par la route, eh bien il y a tout simplement un tunnel tout au nord de la France qui permet aux voitures et aux bus de passer sous la mer de la Manche. Désormais armé, Michael ne fait plus parler de lui. Il sait qu'il doit rester loin des radars jusqu'au bon moment. Le 31 août 2005, il comparaît devant la justice. Michael ne nie pas les faits qui lui sont reprochés. En foi de quoi, il est reconnu coupable. En attendant sa peine de prison, Michael est libéré sous caution. Encore une fois. En même temps, sur le papier, Michael n'est pas un criminel violent. Avant son histoire avec Claire, il n'avait jamais eu de démêlé avec la justice. Pas de PV, pas de bagarre, pas de problème de drogue ou d'affiliation à un gang. Il avait un casier totalement vierge. Alors, les tribunaux lui font suffisamment confiance pour le laisser libre en attente de son verdict. Cette erreur coûtera très cher. Le 13 septembre 2005, Claire jette un dernier coup d'œil aux étals du comptoir de la prairie. L'une de ses collègues lui tapote l'épaule. D'un signe taquin, elle lui indique sa montre. Déjà 19h50. Dans 10 minutes, elles seront libres. D'ailleurs, il n'y a plus grand monde. Entre les étagères, la conseillère beauté regarde les rares clients qui scrutent les cosmétiques. Mais bien que ce soit son travail de les guider, là, maintenant, elle prie pour que plus personne ne vienne lui parler. Justement, en parlant d'approche, derrière Claire, la femme voit une ombre s'approcher. De là où elle ne distingue pas son visage. Mais juste en se basant sur sa silhouette, elle dirait que c'est un homme. L'inconnu s'approche de Claire. Il lève son bras droit. Un bruit sourd se fait entendre. Du sang s'échappe de la gorge de Claire. Une balle vient juste de traverser la nuque de la femme. Son corps sans vie s'effondre sur le sol. Sa collègue n'a même pas le temps de sursauter que l'assassin tire 3 autres balles dans le visage de Claire. Ensuite, mécaniquement, il retourne son revolver vers lui. Le meurtrier met fin à ses jours d'une balle dans la tête au milieu du centre commercial. Toute cette scène se déroule au milieu d'un des lieux les plus prestigieux de Londres où il y a encore du monde. Et si vous avez attentivement suivi cette vidéo, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il s'agit de Michael Pesch. Sous l'emprise de la cocaïne, le harceleur a mis ses menaces à exécution. Il ne pouvait pas avoir Claire Bernal, alors il a privé le monde de la jeune femme de 22 ans. Le lendemain, à 2h45 du matin, la police annonce la triste nouvelle à la mère de Claire. Une fois le chagrin passé, Tricia Bernal devient une vraie guerrière. Elle lance une campagne afin d'améliorer la protection des victimes de harcèlement. À force de faire pression sur les autorités, elle obtient l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi. Depuis 2012, en Grande-Bretagne, le harcèlement est officiellement reconnu comme un crime. Et ça, c'est en grande partie grâce au combat mené par Tricia Bernal. Voici pour cette terrible affaire britannique, très triste aussi finalement. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Londres en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye.